Bonjour, donc je m'appelle Aurélia Desplein. Je suis actuellement coordinatrice d'un projet de sciences participatives au Muséum national d'histoire naturelle. Mais aujourd'hui, je viens vous parler plutôt en tant que jeune chercheuse soutenue par le Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine et dans le cadre d'un post-doctorat qui s'est terminé, qui était coporté par le CHCSC. Et donc, je vais vous faire une présentation de ce projet Tianxin Time Machine aujourd'hui. Je vais commencer par un grand merci. Je suis super contente d'être aujourd'hui pour la célébration des 30 ans du CHCSC. Je suis très honorée, donc merci à toute l'équipe qui a organisé et qui a proposé que je vienne vous présenter le projet aujourd'hui. C'était un beau projet, mais il n'a pas été abouti. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a encore du pain sur la planche, mais je vais vous présenter ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, le projet Tianxin Time Machine, vous le voyez au travers des logos qui sont affichés. C'est un projet qui a été soutenu par le domaine d'intérêt majeur matériaux anciens et patrimoniaux. Il a duré entre décembre 2020 et mai 2022. Et il était coporté par plusieurs institutions. L'École française d'Extrême-Orient, le Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine, le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines et aussi la plateforme géomatique de l'École des hautes études en sciences sociales. Il était aussi associé à un consortium Humanum qui s'appelle Paris Time Machine. Alors, quel est notre but final dans ce projet Tianxin Time Machine? C'est la construction d'une plateforme de visite virtuelle en ligne. C'est la visée finale. Cette plateforme n'existe pas encore. On souhaite faire cette plateforme à partir de plans cadastraux, de cartes géographiques, de plans d'immeubles et de photographies d'édifices. Et on part d'un fonds d'archives particulier qui est celui d'une ancienne société franco-belge qui s'appelle le Crédit foncier d'Extrême-Orient, qui a œuvré à Tianxin entre 1908 et 1955 dans cette ancienne concession française. Et qu'est-ce qu'on veut faire au travers de cette visite virtuelle? On voudrait pouvoir raconter un petit peu l'histoire de certaines rues, de certains bâtiments, en mettant en voix des archives et du coup en donnant la parole aux personnes qui ont construit ou investi ces lieux, qui les ont habités. Comme je vous disais tout à l'heure, le but n'est pas encore atteint parce que le post-doctorat a été assez fortement impacté par le contexte sanitaire. Les missions aujourd'hui en Chine sont suspendues jusque peut-être 2024 ou 2025. Les missions vers les archives au début du post-doctorat étaient aussi impossibles. Donc du coup, ça a été un peu impactant pour le projet. Et aujourd'hui, je vais vous présenter où nous en sommes arrivés. Et avant ça, je vais juste vous partager quelques problématiques scientifiques qui fondent le projet. Donc, je vous parle de Tianxin, une ville située en Chine, dans le nord de la Chine, à 120 km au sud-est de Pékin, que vous voyez pointer sur l'image avec cette petite main, qui compte plus de 15 millions d'habitantes et d'habitants, et qui a un fort taux d'urbanisation, plus de 80%. L'histoire retient comme date de fondation de cette ville 1404, mais on trouve dans les textes traces de l'existence de Tianxin déjà bien avant, au cours des siècles précédents. Ce qui nous intéresse dans notre projet, c'est qu'à partir du 19e siècle, Tianxin, qui vous le voyez est situé non loin de l'eau, est un port qui va être convoité par les nations occidentales. Et à l'issue de la première guerre de l'opium, qui se déroule entre 1839 et 1942, plusieurs nations occidentales vont s'installer dans 5 ports chinois. Pas encore Tianxin. Mais il va y avoir une deuxième guerre de l'opium avec une autre défaite de la Chine, la guerre de l'opium entre 1856 et 1860. Et à l'issue de cette deuxième guerre de l'opium, l'Angleterre, la France, les États-Unis et la Russie vont obtenir le droit d'établir des missions diplomatiques à Pékin et aussi d'ouvrir 10 nouveaux ports chinois à la présence étrangère. Parmi ces ports figure Tianxin. Donc, à compter de 1860 et jusqu'en 1947, qui est la date de rétrocession définitive des dernières concessions, l'histoire de Tianxin entière va être marquée par l'implantation de ces concessions étrangères, 9 au total. Et c'est un nombre de concessions étrangères bien plus important que celui d'aucun autre port de traité, comme on les appelait en Chine. Donc la concession française va être établie en 1861 et celle-ci sera définitivement rétrocédée en 1946. Tianxin, c'est une ville avec un patrimoine architectural très riche et aussi un patrimoine architectural colonial. Il est cependant moins connu, ce patrimoine architectural colonial, que celui de grandes villes comme Pékin et Shanghai, qui a été plus étudié, du moins du point de vue des historiographies françaises et anglaises. Et pourtant, ce patrimoine de Tianxin est complexe et son histoire doit être démêlée, puisque, comme je vous le disais, entre 1860 et 1947, 9 gouvernements vont investir des enclaves territoriales. On aura d'abord la Grande-Bretagne,
la France et les États-Unis en 1860, et puis progressivement l'Allemagne, le Japon, la Russie, l'Italie, l'Autriche et la Belgique. Et puis, ce qui est spécifique aussi de ces concessions à Tientsin, c'est qu'elles ont accueilli une population assez diversifiée, majoritairement chinoise, davantage qu'étrangère. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que la construction, au cours de plusieurs décennies, de milliers de bâtiments selon des architectures dites à l'occidentale, s'est faite avec une coopération de différentes nations étrangères dans le cadre d'une grosse dynamique d'urbanisation. Et il y a eu des confrontations de normes esthétiques, de styles architecturaux, chinois, occidentaux. Et tout ça a façonné un patrimoine architectural très riche et donc mal connu à Tientsin. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi dans ce projet d'aborder cette question complexe du patrimoine architectural colonial avec une méthodologie qui s'appuie sur des outils en humanité numérique? C'est pour plusieurs raisons qui sont d'ordre assez divers. Une première raison, c'est que à partir des années 80, partout en Chine, et à Tientsin en particulier, va commencer l'époque dite politiquement des grandes destructions et des grandes constructions. Pour le dire vite, cette époque est marquée par le fait que beaucoup de quartiers, de rues et d'édifices vont être très rapidement détruits, à Tientsin comme dans le reste de la Chine, à compter des années 80, avec peu de possibilités pour les citoyens et les citoyennes des villes de collecter une histoire et une mémoire des lieux. C'était problématique, ça reste problématique, le rapport à l'histoire dans le contexte autoritaire politique en Chine aujourd'hui et également à l'époque. Pour autant, un certain nombre de personnes qui résident à Tientsin encore aujourd'hui vont pendant plusieurs années, notamment pendant les années 2000, être très actives et chercher à écrire l'histoire de lieux de la ville en collectant des sources qui sont très variées. Des sources cartographiques, des sources iconographiques, de l'histoire orale, etc. C'est le cœur du projet ANR Tientsin dirigé par Isabelle Thirault, qui est aussi une des responsables scientifiques du projet Tientsin Time Machine. Et du coup, la numérisation de ces sources et la conservation d'une trace numérique de ces sources représentent un enjeu important pour l'équipe. Notamment parce que c'est difficile d'accéder à ces sources d'un point de vue géographique. Parce que si on veut faire l'histoire de Tientsin, eh bien, il faut aller dans plusieurs fonds d'archives dans plusieurs pays, à cause de la dimension internationale de l'histoire de la ville. Du coup, ces sources sont linguistiquement variées et donc potentiellement inaccessibles quand on n'est pas locuteur de la langue concernée. Et puis enfin, elles sont éventuellement confisquées complètement par décision gouvernementale en Chine. Aujourd'hui, on ne peut plus accéder en tant que chercheur étranger aux archives municipales de Tientsin. Et elles contiennent, ces archives, des données qui sont considérées comme sensibles puisqu'elles traitent de la propriété foncière et que la propriété foncière peut être sujet de litige. Et donc, du coup, on traite des questions sensibles, et notamment dans un contexte politique qui cherche à gommer les singularités de l'histoire. Et donc, on s'est trouvé particulièrement séduite par les outils en humanité numérique dans tout ce contexte, parce qu'on peut numériser les documents qu'on a en notre possession ou qui passent entre nos mains pour un temps très court. On peut disposer du coup de documents cartographiques, iconographiques, qui sont assez rares, dont l'accès est difficile, et on a pu commencer à travailler sur la dimension spatiale de ces sources géohistoriques, et commencer à construire des outils que l'on veut collaboratifs, pour le jour où les collaborations pourront reprendre, pouvoir les partager avec les citoyens et les citoyennes de la ville de Tientsin. Et on a aussi l'ambition de créer une forme de narration de l'histoire, une forme de narration en sciences sociales qui soit différente de l'écriture textuelle académique. D'abord parce que l'écriture textuelle ne nous permet pas d'appréhender pleinement les dimensions visuelles et spatiales de l'histoire, et puis parce qu'elle vise un public ciblé et que du coup, avec des formes de narration de l'histoire et de sciences sociales différentes, on cherche à toucher un public plus large. Maintenant, je vais rentrer dans des points un petit peu techniques pour vous présenter un peu vraiment comment nous avons travaillé, et déjà pour vous citer quelques outils pour les personnes qui sont un peu familières avec les humanités numériques, comme on mobilise plusieurs types de sources historiques, des cartes géographiques anciennes, des plans cadastraux, des plans d'architectes pour ce qui est du travail cartographique, qu'on utilise aussi un fonds de photographie historique de rues et d'édifices, et qu'on utilise également des documents textuels d'archives. On a mobilisé 3 outils en parallèle. Un système d'information géographique, on a utilisé pour ça 2 types d'outils, QGIS et ArcGIS Pro. On a fait aussi une collection numérique de photographies en ligne avec le CMS OMEKS, avec la possibilité de spatialiser les photographies dans ce CMS. Et on a commencé à construire une base de données relationnelle sous Eurist pour pouvoir commencer à documenter l'histoire sociale des lieux. Et la base de données permet notamment de commencer à mettre en évidence des réseaux d'acteurs et d'entreprises qui sont intervenus dans les lieux de l'ancienne concession française. Et donc,
La concession française était grande et il y a beaucoup d'entreprises qui sont intervenues dans sa construction. On a pris un petit bond, on a commencé à tirer un fil. Le fil des archives de la société franco-belge Crédit Foncier d'Extrême-Orient, qui ont été rendues ouvertes au public à partir de l'année 2000 aux archives de l'État en Belgique, au dépôt Joseph Cuvelier. Le CFEO, je vais l'appeler maintenant, ce sera plus court, le CFEO, a ouvert ses agences à Tientsin en 1907 et a contribué à la construction ou à l'amélioration de beaucoup de bâtiments, majoritairement dans la concession française. Et ce qui est intéressant dans ces archives, c'est que les dossiers concernent spécifiquement les immeubles et nous apportent pour chaque immeuble de la documentation abondante et précieuse, des photographies, des plans d'architectes, parfois des petits croquis cadastraux, mais aussi beaucoup de textes qui vont, des lettres, des notes de travail au sein de l'agence qui vont nous documenter la construction, les matériaux utilisés pour l'architecture, les difficultés qui vont être rencontrées lors de la location des bâtiments. Et toute une correspondance qui aussi nous parle des doléances des locataires. Et du coup, ça nous permet de reconstruire petit à petit un petit peu la vie qui se jouait dans ces lieux. On parle de bâtiments qui, pour la plupart aujourd'hui, ont disparu. Donc, je vous disais tout à l'heure, on travaille sur plusieurs types de sources. Les photos, je vous en fais défiler quelques-unes grâce à cette petite vidéo. Voilà, au départ, on part d'un corpus. Les photographies dans ces archives du CFEO, j'en ai rassemblé 270. Il y a également une centaine de bleus d'architectes, de plans d'immeubles, de plans de blocs d'immeubles et de quartiers. Et ces édifices, pour certains, occupaient une place de choix dans l'espace public du Tientsin des années 1907 à 1956, parfois même jusqu'à aujourd'hui. Certains bâtiments sont encore des bâtiments connus, comme le Belfranc, le Yip In Law ou l'Ancienne Poste. Et du coup, ce CFEO a eu un certain renom à l'époque, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on en a fait le point de départ de notre travail. Pour travailler, donc, on a ces sources photographiques, mais on a besoin d'autres choses. On a besoin notamment de sources cartographiques. Et là, on est allé du côté des archives diplomatiques françaises dans leur centre de Nantes, parce qu'elles ont un fonds d'archives du consulat de France à Tientsin de 1861 à 1952. Et c'est un fonds qui est extrêmement riche en cartes et plans. Il en contient près de 500,
avec beaucoup de redondance, et dont 33 plans de Tientsin et 109 plans de la concession française. Il a fallu regarder un petit peu tout ça et essayer de trouver des choses qui étaient pertinentes pour nous. Et on a réussi à sortir 2 plans cadastraux, très précieux pour nous, de 1918 et 1926, qui non seulement nous montrent comment la concession française est découpée, mais qui en plus nous donnent tous les noms de rues et les noms de propriétaires. Et à partir de ça, on a commencé à construire ce qu'on appelle un système d'information géographique. Alors, on va passer aussi en vidéo et je vais vous montrer un petit peu le travail du système d'information géographique. Vous allez voir, ça va bouger. En même temps, je vous raconte un petit peu. Notre idée, c'était de reprendre des cartes géographiques qui n'étaient pas tirées du fond des archives diplomatiques, mais encore d'une autre source, et de prendre ces cartes géographiques de la municipalité de Tientsin, qui sont des cartes anciennes, entre 1900 et 1946. On a des décennies pour lesquelles on a une absence complète de données, pour des raisons complexes, notamment politiques. Mais disons que pour l'instant, nous avons des cartes géographiques qui peuvent documenter la période 1900 à 1900 aux années 40. Et on avait ces cartes sous format d'image, et l'idée, c'est de leur donner des coordonnées géographiques à ces cartes. Donc, on pose l'image sur un référentiel actuel. Ici, vous voyez derrière la carte ancienne un fond OpenStreetMap. Et notre idée, c'est de trouver des points de correspondance entre les lieux anciens et actuels. Et quand on fait ça pour les cartes anciennes, on les superpose les unes sur les autres. Et on peut ensuite arriver à simplement, par exemple, faire un balayage entre 2 cartes géographiques anciennes et voir ce qui se passe dans l'évolution des lieux. Par exemple, on va regarder ici, à gauche, on a la carte de la concession française. La concession française, c'est cette petite délimitation qu'on voit. On voit à gauche en 1930 comment étaient les rues et en 1946 à droite. Et on peut balayer et puis voir petit à petit au fil des cartes, voir ce qui a changé, les extensions, les alignements de rues, les formes des parcelles, etc. Vous voyez que c'est un travail qui est délicat parce que ça dépend beaucoup de la qualité de l'image, du degré d'information qui va du coup nous renseigner sur qui fait la cartographie et à quelle fin. On a beaucoup de cartes qui ont été faites par les nations étrangères, plus rarement des cartes qui ont été faites par les services municipaux chinois eux-mêmes. Et du coup, les informations qui figurent sur les cartes sont différentes. Et ça aussi, c'est intéressant à observer. Et donc, à partir de ça, on superpose nos cartes anciennes et on a un fond cartographique sur lequel on peut travailler. Et l'étape suivante, c'est qu'il faut commencer à spatialiser les données qu'on a recueillies dans le fonds d'archives précis, qui est celui du CFEO. Là, c'est pareil, je vais vous montrer une petite vidéo. Parce que notre idée, c'était de réussir à prendre les données d'archives du CFEO et à essayer de savoir quels étaient les lieux pour lesquels on détenait des données visuelles qu'on pouvait spatialiser. Donc, du coup, on avait nos cartes anciennes. On avait aussi les plans cadastraux qui sortaient des archives diplomatiques. On a fait aussi ce géoréférencement des plans cadastraux que vous allez voir apparaître à l'écran tout à l'heure et qui nous découpe la concession française de façon très précise. Et on a commencé à travailler pour découper les parcelles. Vous voyez, quand on zoome, que la qualité de l'image nous permet de voir les parcelles, les noms des rues. Et on va commencer à travailler pour découper les différentes parcelles. Sur le plan de 1918, c'est découpé à la main 312 parcelles. Sur le plan de 1926, c'est découpé à la main 456 parcelles. Et ensuite, on repère les parcelles qui appartiennent au CFEO. Et sur ces parcelles qui apparaissent en couleur, qui sont les propriétés du CFEO, on vient mettre dans notre base de données les photos qui sont sorties du fonds d'archives. Mais pour vous montrer comment l'entonnoir se réduit, je vous disais tout à l'heure un corpus de 270 photos. Sur les 270, j'en ai pour l'instant 130 qui sont en cours de géoréférencement. Et sur ces 130, il y en a 45 dont je sais que je ne peux pas les géolocaliser pour le moment, dans l'état actuel des connaissances et du dépouillement des fonds d'archives. Et j'ai pu en placer 38 sur ce SIG. Donc vous voyez, petit à petit, ça se réduit. Mais néanmoins, en plaçant tous ces éléments, petit à petit, on va avoir des données visuelles qui vont nous permettre, la prochaine étape, de procéder à des reconstructions 3D du paysage ancien. Ça, c'est un autre travail qui va permettre, avec les photos, de mettre du mouvement et faire un espace dynamique dans lequel nous pourrons nous promener. Parfois, peut-être, si on a plusieurs photos qui documentent une rue dans sa longueur, on pourra aligner et se promener. Et dans cette visite 3D, l'idée, c'est d'ajouter aussi une dimension sonore en venant raconter l'histoire de ces lieux, donc le résultat de la recherche, à la personne qui va se promener à l'intérieur des lieux, pouvoir les visualiser et entendre ce qu'on aura réussi à connaître sur l'histoire de ces lieux. Je vous remercie et je souhaite un très joyeux anniversaire au CHCSC.